Bonjour. Le monde de One Piece est immensément vaste, et commencer ce voyage peut sembler intimidant. Voici des éléments essentiels qui vaut la peine de connaître avant de regarder l'adaptation One Piece. Mais ça marche aussi si vous l'avez déjà vu, et c'est juste après ça. Avec plus de 1000 chapitres de manga et 1000 épisodes d'anime sortis depuis le début de la franchise en 1997, One Piece, d'Eiichiro Oda, n'est pas une histoire légère. Avec la série, Netflix espère apporter un nouveau regard sur les aventures de pirates de Monkey D. Luffy, et la chronologie condensée constitue le point d'entrée idéal pour ceux qui sont curieux de connaître ce phénomène. Même si la série contient la majeure partie des 100 chapitres de manga dans une courte saison de 8 épisodes, le monde d'Eiichiro Oda reste rempli de mythologie. Le plus grand défi auquel sont confrontés les nouveaux navigateurs est peut-être le grand nombre d'organisations, d'équipages de pirates, de lieux et de groupes qui jouent un rôle essentiel dans l'histoire de Luffy. Et bien sûr, commençons avec les pirates. Comme on peut s'y attendre, le monde de One Piece regorge de pirates. La piraterie a commencé bien avant le départ de Luffy, mais est devenue considérablement plus répandue grâce au roi des pirates original, Gold Roger. Après avoir parcouru le monde, Roger a été exécuté pour ses crimes plus de 20 ans avant l'ère de Luffy, mais a utilisé sa mort publique comme plateforme pour annoncer que son trésor, le légendaire One Piece, se trouvait au bout de Grand Line. Cette déclaration choquante a entraîné une vague massive de piraterie et le début officiel de l'âge d'or des pirates commençait. Cet univers reflète la vie réelle dans la mesure où les pirates sont généralement décrits comme le fléau des mers. La vérité est cependant loin d'être simple. Alors que certains pirates pillent et tuent certainement pour le plaisir, Monkey D. Luffy et Shanks, aux cheveux roux, sont manifestement plus vertueux. Des pirates qui privilégient l'aventure, l'amitié et la liberté plutôt que le butin et l'infamie. Par conséquent, les différents équipages de pirates ont des objectifs très différents. Certains recherchent le One Piece de Gold Roger et le titre de roi pirate. D'autres sont heureux de semer le chaos et de vivre comme bon leur semble. Certains deviennent même des criminels organisés qui accumulent des richesses grâce à la contrebande, au trafic d'armes ou à la domination des îles en tyran. Ce qui nous amène aux 4 empereurs. Au sommet de cette hiérarchie se trouvent les 4 empereurs, autrement connus sous le nom de Yonko. Ces 4 équipages de pirates sont reconnus à travers le monde comme les 4 pirates les plus puissants et les plus influents du monde entier et sont donc les plus proches de trouver le One Piece et de devenir le successeur de Gold Roger. Lorsque l'adaptation commence, les 4 empereurs des mers sont Barbe Blanche, Big Mom, Kaido et Shanks. Passons au gouvernement mondial. Bien que chaque île ait généralement son propre dirigeant, souvent un roi ou une reine non élue ayant droit au trône, le monde entier relève de la compétence du gouvernement mondial. Cette organisation élabore et fait respecter les différentes lois du pays et s'oppose directement aux pirates, aux contrevenants et aux vauriens. Toutes les îles ne sont pas officiellement affiliées au gouvernement mondial, mais comme toute bonne dictature fictive, l'influence de l'institution se fait sentir partout. Le gouvernement mondial comprend 170 nations d'outre-mer et a été fondé par 20 îles dont les dirigeants assistent à un sommet régulier. Au-dessus d'eux, dans l'ordre hiérarchique, se trouvent les Gorosei, également connus sous le nom des 5 doyens. Restent entourés de mystères, même dans les chapitres les plus récents, mais ils sont directement responsables de la domination des mers et de la défaite de ces pirates les plus coriaces. L'un des crimes les plus accablants que l'on puisse commettre contre le gouvernement mondial est la recherche sur le siècle oublié, une période vide de l'histoire précédant immédiatement la formation du gouvernement mondial. Ce qui s'est passé exactement pendant cette période reste inconnu. Bien que les doyens aient longtemps été considérés comme le summum du pouvoir politique, l'anime et le manga ont depuis révélé une puissance supérieure inquiétante devant laquelle les 5 anciens ploient le genou. Et bien sûr, comment ne pas aborder les marines? Les marines représentent la branche militaire du gouvernement mondial. Force navale conçue pour lutter contre la piraterie, faire respecter la loi et protéger les innocents. Les marines reçoivent en fin de compte leur ordre des doyens. Tout comme il existe de bons et de mauvais pirates dans le monde, il existe également de bons et de mauvais marines. Certains souhaitent sincèrement aider les plus démunis et défendre les gens ordinaires, tandis que d'autres sentent la corruption et sont plus intéressés à protéger leurs propres intérêts. La majorité des marines se situe quelque part entre les deux, possédant un certain degré de sens moral, mais détournant souvent le regard pour éviter les punitions de leurs supérieurs. Le marine lambda se lance dans la bataille avec rien d'autre qu'un fusil ou une épée standard et un scintillement dans les yeux. Ce n'est
qu'au niveau du capitaine que les niveaux de puissance des marines commencent à devenir sérieux. Les vice-amiraux tels que Garp constituent des menaces très puissantes, mais la principale puissance de feu des marines vient du trio d'amiraux au sommet de la chaîne. Les 3 amiraux sont Aokiji, Akainu et Kizaru. Ils sont dirigés par l'amiral de la flotte Sengoku, qui est également incroyablement fort. Passons aux 7 seigneurs de guerre. One Piece fait souvent référence aux 3 piliers du pouvoir au sein de son monde. Un pilier est constitué des 4 empereurs, un autre des 3 amiraux des marines, et le dernier pilier est constitué des 7 seigneurs de guerre, autrement appelés Chichibukai. À cheval sur les 2 royaumes, les 7 seigneurs sont de puissants pirates qui servent le gouvernement mondial en échange d'une amnistie, semblable aux corsaires de l'histoire réelle qui étaient des pirates capables de commettre des actes de piraterie légitimes grâce à une lettre de marque signée de leur monarque. Certains seigneurs de guerre prennent leur position plus au sérieux que d'autres, mais tous ont des motivations égoïstes pour trahir les leurs. Quoi qu'il en soit, tous les membres sont tenus d'exécuter les ordres du gouvernement mondial lorsqu'ils y sont appelés. Le seul seigneur de guerre dans la série est Dracul Mihawk, qui est également largement reconnu comme le plus grand épéiste du monde. Bien sûr, il y a aussi les hommes poissons. N'étant pas strictement une faction ou une organisation, les hommes poissons sont néanmoins une présence essentielle dans l'histoire. La grande majorité des habitants de One Piece sont des humains, bien que différentes îles aient des cultures, des dieux, des traditions et parfois des traits physiques différents, comme les habitants ailés de Skypiea. Les hommes poissons sont une race totalement différente, une société d'humanoïdes aux caractéristiques aquatiques qui vivent principalement sous la mer et qui sont en désaccord avec les humains de la surface, depuis bien sûr de nombreuses années. Les hommes poissons jouent un rôle majeur dans l'adaptation, les pirates d'Arlong étant parmi les principaux méchants de la saison 1. Alors qu'Arlong et ses acolytes sont mauvais, la plupart des hommes poissons sont exactement le contraire. Et forcément, tout ça, ça nous amène à la carte du monde One Piece. La carte de l'univers est presque totalement différente du monde réel, et Eiichiro Oda s'inspire peut-être de pays et de cultures authentiques. L'île de Dressrosa est fortement basée sur l'Espagne, par exemple, mais les similitudes s'arrêtent là. One Piece est principalement dominé par l'océan, avec des populations rassemblées sur de nombreuses îles, disséminées à travers le globe fictif d'Oda. Même si certaines îles sont considérablement plus grandes que d'autres, il n'existe pratiquement pas de masse continentale de la taille d'un continent, comme dans la vraie vie, créant ainsi un paysage fortement nautique. La carte One Piece est divisée en 4 cadrans, East Blue, West Blue, North Blue, South Blue. Chacun de ces océans contient ses propres îles, pirates et cultures, tandis qu'un 5e océan, le mythique All Blue, existerait également. 2 lignes faisant le tour du globe entier divisent ces 4 coins du monde. L'une d'elles est la Red Line, une immense chaîne de montagnes infranchissables. L'autre est Grand Line, une bande d'océans dangereuse et infranchissable. Il y a 2 points où les anneaux Red Line et Grand Line se croisent sur le globe fictif d'Oda. Grâce à la Red Line et à Grand Line, passer librement entre les 4 océans est pratiquement impossible. Seuls quelques chanceux disposant du bon équipement et d'une expertise en navigation peuvent se déplacer d'un océan à l'autre. La première étape du voyage de Luffy sur Netflix consiste à traverser East Blue jusqu'à Grand Line. Transition toute trouvée, les 4 océans bleus. Bien que les 4 océans bleus constituent la majorité du monde, ils jouent un rôle relativement mineur dans l'histoire d'Eiichiro Oda. East Blue est l'endroit d'où Luffy et son premier groupe de coéquipiers sont originaires, et où l'adaptation passe la plupart de son temps dans la saison 1. Les 3 océans restants ne sont qu'occasionnellement pertinents pour l'histoire et encore plus rarement vus. Parmi les 4 océans, East Blue est communément connu comme le plus faible, contenant les pirates et les bêtes marines les moins redoutables. Ce qui nous amène à Grand Line. Grand Line, l'anneau sauvage de l'océan qui entoure le globe, est l'endroit où se déroule la majeure partie de l'action, à la fois d'un point de vue narratif mais aussi dans l'univers. Connu comme le lieu de rassemblement des pirates les plus puissants du monde, Grand Line est plus dangereuse que chacun des 4 autres océans. En plus de transporter des marins plus effrayants, Grand Line abrite des créatures diaboliques des profondeurs et est connu pour ses conditions météorologiques irrégulières qui rendent la navigation notoirement délicate, même pour des navigateurs les plus expérimentés. Grand Line nécessite une boussole spéciale connue sous le nom de logpose, afin d'éviter de se perdre désespérément. Une fois qu'un navire entre dans Grand Line, de puissants courants appelés ceintures de canne contenant des armées de créatures sous-marines mortelles s'alignent de chaque côté, ce qui signifie qu'une sortie facile est hors de question. La nature impitoyable et implacable de Grand Line a mâché et craché de nombreux pirates non préparés, et la route devient encore plus périlleuse dans la seconde moitié, familièrement connue sous le nom de Nouveau Monde. C'est dans cette dernière étape que s'affrontent les meilleurs pirates de Grand Line.
Voilà, bah je pense que c'est un bon guide pour ceux qui ont vu ou qui n'ont pas encore vu la série One Piece sur Netflix. Alors bien sûr, j'aurais pu ajouter l'armée révolutionnaire et les clans mafieux, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc bah voilà, pour le moment ça sera tout. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo et si ça t'a aidé à comprendre le tout. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.